Lundi 24 juillet, à Vives, à Voix-Vives, à Sète, sur le lieu du festival, avec Alain Gorius, qui gouverne ou se laisse diriger par ses éditions Almanar. Almanar, un mot mystérieux qui indique certainement les raisons d'un choix pour ce titre. Absolument. Donc Almanar, c'est un mot arabe, c'est un mot d'arabe classique qui signifie le phare en arabe classique. Pourquoi le phare? Parce que nous avons commencé à faire des livres au Maroc, dans une galerie d'art que nous dirigeons à partir des années 94, donc oui, ça fait plus de 20 ans maintenant. Et donc cette galerie était au bord de la mer, sur la corniche de Casablanca, et à l'horizon il y avait un phare, c'était le phare d'El Hank. Et la galerie s'appelait la galerie Almanar. Et donc dans cette galerie, nous avons commencé à faire des livres. Et au départ, nous avons fait uniquement des livres d'artistes. C'est ainsi que sont nées les éditions Almanar, qui étaient donc même pas une maison d'édition, disons une petite structure éditoriale au sein d'une galerie d'art contemporain. Voilà. Et donc on a commencé à faire des livres d'artistes, donc je te disais, avec nos artistes marocains, puisque c'était à Casa, et avec la plupart du temps des auteurs marocains ou bien français habitant au Maroc, comme par exemple Jean-Pierre Milcam, qui est romancier, né en Algérie et réfugié au Maroc juste au moment de la guerre d'Algérie, et qui a fait sa vie au Maroc et qui a écrit son œuvre, et de qui j'ai eu le plaisir et l'honneur de publier un livre. Et c'était mon premier livre, disons, de grande diffusion, puisque je l'avais tiré à 600 exemplaires. Mais ce choix, à travers une galerie, pour toi, l'homme Alain Gorius, ça remonte à plus loin, ce désir de mettre à jour, d'éditer le chant des hommes. On ne vient pas à l'édition par hasard, c'est qu'il y a quelque chose qui est en nous et qui nous pousse à le faire. Bon, c'est vrai que je me suis toujours intéressé au livre et à l'écriture. Bon, j'ai moi-même un petit peu écrit et j'avais commencé à publier mes poèmes à 16 ans dans la revue de mon lycée, le lycée Condorcet à Paris. Et puis j'ai enseigné la littérature et j'étais donc détaché au Maroc pour enseigner le français dans des lycées marocains. Et ensuite, j'ai travaillé dans une fac marocaine. Et donc ce désir du livre m'a toujours habité. Au Maroc, j'ai travaillé aussi parallèlement beaucoup dans la presse marocaine, la presse culturelle. Et c'est ainsi que j'ai connu donc à la fois les artistes marocains et aussi quelques auteurs, ce qui explique le cheminement et l'aboutissement logique qui était donc de créer cette maison. Et au-delà du Maroc, les horizons se sont ouverts car tu es revenu sur Paris finalement. Voilà, donc au bout d'un certain temps, nous sommes revenus à Paris et effectivement les horizons se sont ouverts puisque jusque-là on publiait uniquement des auteurs marocains ou français du Maroc avec des artistes marocains. Revenus à Paris, nous avons connu d'autres gens, d'autres pays et nous sommes fixés une limite à ne pas dépasser, c'était celle de la Méditerranée. Puisque nous y sommes nés en tant qu'éditeurs, eh bien nous y resterons jusqu'à la fin, car je pense qu'on ne peut pas tout publier, sinon c'est faire un peu n'importe quoi, c'est-à-dire publier des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas suffisamment pour pouvoir les diffuser. Avec une certaine fidélité aux auteurs premiers et le désir de publier, de suivre une œuvre en quelque sorte. Absolument, absolument. Je pense que quand c'est comme une relation avec un artiste plasticien ou avec un peintre. On ne fait pas une exposition d'un peintre. Lorsque on fait une exposition, c'est qu'on apprécie le travail de ce peintre. Et si on a fait l'exposition, c'est que, bon, si elle s'est bien passée et qu'on a eu un bon contact avec la personne, on a envie d'en faire d'autres. Et bien pour la littérature, c'est la même chose. Éditer des livres, ce n'est pas seulement fabriquer des objets sans âme. On y met une partie de soi-même, on s'engage dans la mise en page, dans la réalisation pratique, matérielle, mais aussi plastique et esthétique du livre. D'autant que mes livres à moi sont toujours des rencontres, tu vois, entre un peintre et un poète ou un écrivain. Et donc, bien sûr, cela débouche sur une relation plus profonde qui fonde donc mon activité d'éditeur. C'est toujours une relation de confiance avec un écrivain et avec un artiste. Et l'édition aujourd'hui, avec les politiques culturelles, qui tendent à mettre sous l'éteignoir tout ce qui n'est pas elle. Oui. Alors le sens d'une œuvre est très important par rapport au choix.
Écoute, c'est très simple. C'est l'avantage, je crois, d'être un petit éditeur, c'est-à-dire qu'on ne dépend que de soi-même. Moi, je ne dépends pas de financiers qui me disent quoi faire, je ne dépends de personne d'autre que de moi-même. Et donc, je publie ce qui m'intéresse. Voilà. Donc, c'est un peu régalien, si tu veux, comme attitude, mais en fait, il y a une cohérence. Je m'intéresse aux écritures du monde arabe, je m'intéresse aux écritures de la Méditerranée et je publie des gens qui vont dans ce sens-là et qui me correspondent. Alors, c'est vrai que dans le domaine de la poésie, je publie beaucoup de poètes plutôt lyriques, si tu veux. J'ai aussi des choix qui sont les miens, hein, que j'aime certaines formes de poésie plus que d'autres, mais je publie aussi des livres engagés, comme on dit aujourd'hui. Par exemple des anthologies, par exemple d'un burin de fer, Voilà. ou encore Contre la terreur, les poètes résistent. Donc ça, ce sont les 2 seules anthologies que j'ai publiées, mais il m'a semblé intéressant de le faire pour la première, parce que étant connue, enfin je pense notoirement comme une maison d'édition qui est plutôt politiquement orientée du côté palestinien. Je suis viscéralement pro-palestinien en matière de politique étrangère. Et c'était intéressant de publier une anthologie de poésie juive, de poésie israélienne, contestataire, c'est-à-dire des gens qui pendant 20 ans ont protesté en Israël même contre l'occupation des territoires palestiniens. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer Tal Nitzan, une poète israélienne ici même à Sète. Et donc nous avons fait le projet de publier en français cette anthologie qui avait déjà été publiée en hébreu et en anglais aux États-Unis. Donc je publie des auteurs arabes, je publie des musulmans, je publie aussi des auteurs arabes juifs, je publie des juifs tout court. Et en fait, ces distinctions ne m'intéressent pas vraiment. Je dois dire que quand je publie un livre, que l'auteur soit juif, chrétien ou musulman, m'indiffère. C'est le contenu de son chant. Ah ben absolument. Absolument. Bien sûr, bien sûr. Revenons à tes choix littéraires. Quels sont, dans ton panthéon, entre guillemets le mot, tes grandes sources littéraires qui ont permis d'accrocher les flancs de ta montagne éditoriale, si je puis dire? Je ne peux pas dire que j'ai un poète qui me soit plus cher que beaucoup d'autres. J'aime beaucoup Chrétien de Troyes, tu vois. Mais j'aime aussi énormément Apollinaire. Et aimant Apollinaire, j'aime aussi Rimbaud et Baudelaire. Et même Victor Hugo, qui, je trouve, a écrit des poèmes absolument magnifiques. Et notamment à la fin de sa vie, quand on lit L'art d'être grand-père, par exemple, on se rend compte que Victor Hugo annonce Apollinaire, mais avec 20 ans d'avance, c'est déjà le chant apollinarien dans certains poèmes de Hugo. Enfin, c'est extraordinaire dans L'art d'être grand-père. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec toi. Ce qui est intéressant avec chez Victor Hugo, c'est le poème Monde. Il y a une ouverture au monde qui fait que le monde entre dans le poème et l'habite, vraiment. Et par exemple, Lundi rue Christine, on le trouve déjà dans L'art d'être grand-père. Il y a un poème où l'on sent le bruissement de la mer qui monte dans la chambre dans laquelle repose le poète, et puis tous les bruits des enfants qui sont sur la plage qui montent à lui, et c'est avec ça qu'il crée son poème, comme fera Apollinaire 20 ans plus tard. L'Apollinaire hugolien qui fait les ponts entre l'Ancien et le Nouveau Monde. Oui, le fameux poème Jaune, en fait. Ah oui, mais bien sûr. J'aime énormément Apollinaire. J'avais travaillé sur lui quand j'étais étudiant, et puis je lui suis resté toujours fidèle. Voilà. Mais j'ai publié d'autres choses. Mais j'ai un petit projet d'ailleurs avec lui qui serait... Mais je n'en parlerai pas maintenant. Alors, Les Voix Vives, ton sentiment, ta sensation sur ce festival des Voix Vives? Écoute, moi je suis extrêmement content d'être là, et je le suis depuis longtemps, parce que je suis depuis le début aux Voix Vives de la Méditerranée à Sète. La première année, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a 2010. Avant, j'étais aussi à l'Odève pendant plusieurs années, 6 ans je pense. Et donc j'ai trouvé la même qualité d'un festival à l'autre. L'essentiel a été sauvé par Maïté Vallès-Bel, qui est vraiment la locomotive de ce festival, et sans laquelle je pense que les choses ne pourraient pas se faire. Mais c'est un beau festival et un vrai festival de poésie dans lequel on entend des gens, on entend des poètes, on les rencontre, on trouve leurs livres, et vraiment je suis très content de cette, disons, institution aujourd'hui déjà. Voilà.